Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité en Afrique du Sud. Les divisions se poursuivent au sein du Congrès national africain. Le parti au pouvoir, une centaine de membres historiques du parti tirent la sonnette d'alarme. Lagos abrite depuis vendredi le forum de la fondation Tony Elumelu. Il s'agit du plus grand rassemblement pour les entrepreneurs africains. De nombreux investisseurs sont également présents. Dans l'actualité également, le système éducatif en Guinée équatoriale, un système à réformer selon le gouvernement qui se penche notamment sur les établissements privés. Certains ne rempliraient pas les conditions garantissant un enseignement de qualité. Mais en Égypte, tout d'abord, où le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, annonce le réexamen de la loi qui encadre le droit à manifester. Elle a été adoptée en 2013, quelques mois après le renversement du président Mohamed Morsi, une loi controversée qui a conduit à l'emprisonnement de centaines de personnes et a suscité des critiques internationales. Les divergences au sein de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, s'amplifient en toile de fond des pratiques douteuses au sommet de l'État. En début de semaine, Jackson Mthembu, un cadre du parti, avait appelé à la démission de l'ensemble du comité exécutif du parti. Cette fois, c'est au tour de vétérans du parti de Haut-Selton, Siamlo Victoria Sedji. En Afrique du Sud, plusieurs membres de l'ANC, le Congrès national africain, tirent la sonnette d'alarme sur la gestion du pouvoir par les autorités actuelles. À travers un communiqué rendu public ce vendredi 28 octobre 2016, 101 vétérans du parti et de grandes figures de la lutte contre l'apartheid souhaitent que leur parti puisse regagner la confiance des citoyens et préserver ses principes et ses valeurs. Ils ont indexé les récentes affaires de corruption dans lesquelles sont impliqués des membres du gouvernement, dont l'actuel président Jacob Zuma. À cause de la corruption, du népotisme et des abus de pouvoir, les principes et les valeurs du Congrès national africain sont en train de disparaître. Nous devrions être au service des communautés, mais de plus en plus on voit l'ANC comme un parti où il n'est question que de s'enrichir. Ces divergences au sein du parti sont perçues par des analystes comme un avertissement envers le président Zuma. Un étau que ce dernier voit se resserrer sur lui depuis juin dernier. L'ex-médiatrice Toulima Donzila maintient la ferme volonté de rétablir la justice sur cette histoire de corruption qui le lie à la riche famille indienne Gupta. Un dernier rapport de l'ex-médiatrice a même déjà été relancé devant les tribunaux du pays contre l'actuel chef de l'État, Jacob Zuma. Les anciens ont considéré qu'il y a des dérives dans la gestion de l'État de la part des dirigeants du parti ANC, des dérives qui sont assez graves en termes de corruption, d'affairisme. Et ils considèrent qu'en allant de cette façon, ils vont se détacher de la base, ce qui va leur faire perdre le pouvoir, si bien qu'ils se sentent la responsabilité historique de rappeler aux dirigeants actuels leur rôle et les valeurs qui fondent l'ANC. Ces valeurs, c'est ceux de la nation arc-en-ciel, à savoir donner une situation, un bien-être économique dans l'équité à tous les Sud-Africains, en bannissant donc les clivages et les inéquités qui ont été créés par l'apartheid et la séparation non seulement en race qui avait prévalu sous l'apartheid, mais qui continue à demeurer sous la forme du niveau social et économique entre les citoyens sud-africains et que l'ANC avait comme objectif de résoudre d'ici là. La question des changements de gouvernement est de plus en plus évoquée au sein de l'ANC avant même le congrès du parti prévu pour fin 2017, alors même que le second mandat du président Jacob Zuma prend fin en 2019. Lors des élections locales d'août 2016, l'ANC avait obtenu 54% des voix contre 62% en 2011. Une dégringolade due à l'impopularité de Jacob Zuma qui pourrait coûter cher au parti selon des spécialistes. La deuxième édition du forum de la fondation Tony Elumelu sur l'entrepreneuriat se poursuit ce samedi à Lagos au Nigeria. Plus de 1000 entrepreneurs venus des 54 pays du continent ont été sélectionnés pour cette rencontre qui rassemble des investisseurs et des décideurs du monde entier. Le président de la fondation, l'investisseur nigérian Tony Elumelu, président du groupe UBA, revient sur les principaux objectifs de son organisation. Il est au micro de notre envoyé
spécial à Lagos, Frank Noudofine. Ce que nous essayons de faire, c'est d'aider nos jeunes entrepreneurs à prendre leur envol, et c'est seulement de cette manière que l'Afrique parviendra à sa transformation de façon structurelle. L'emploi des jeunes, la lutte contre la pauvreté, la prospérité, ce sont des thèmes sur lesquels nous travaillons. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons décidé de jouer notre partition pour le développement du continent, la lutte contre le chômage, l'extrémisme en Afrique. La conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUSED, estime que l'Afrique doit repenser à de nouvelles modalités de financement pour son développement. Cette dette émise sur les marchés internationaux aboutirait directement à la faillite. La CNUSED met donc en garde contre l'endettement. Deogracias Podo. Dans son rapport 2016 intitulé « Dynamique de la dette et financement du développement en Afrique », la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement estime que l'Afrique aura besoin de plus de 600 milliards de dollars chaque année pour réaliser ses objectifs de développement durable. Rien que pour les infrastructures, ces besoins ont été évalués à plus de 90 milliards de dollars par an. De quoi s'interroger sur la capacité des États, notamment ouest-africains, à solder leurs dettes et financer leurs projets de développement. Depuis 2010, des risques de surendettement planent sur de nombreux pays du continent. Je pense qu'il y a d'abord un gap d'innovation dans la manière dont on structure l'endettement des États souverains. Et ensuite, effectivement, il y a aussi, je pense, de l'innovation à faire sur les modèles mêmes de financement des plans de développement. Je pense que s'endetter sur des emprunts concessionnels, c'est vrai que c'est bien, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça, via des projets qui s'autofinancent, en intéressant des fonds d'investissement, en intéressant le secteur privé sur des gros projets aussi de développement qui ne soient pas portés uniquement par des institutions publiques. En 2015, les Nations Unies avaient adopté une résolution indiquant que les processus de restructuration de la dette souveraine devraient être élaborés et guidés par un certain nombre de principes fondamentaux du droit international. Aux pays africains, il a été recommandé l'option des ressources internes comme les transferts financiers des migrants, lesquels sont chiffrés à plus de 60 milliards de dollars par an. Les pays africains ont aujourd'hui besoin de mobiliser toutes les ressources potentielles de financement et plus particulièrement de promouvoir un véritable partenariat public-privé. La politique de développement se doit d'être financée, donc naturellement il y a toujours un plan et une stratégie financière qui va avec. L'objectif d'un plan de développement à long terme qui, à mon sens, est bien ficelé, c'est justement de passer le relais au secteur privé pour prendre le relais de l'investissement. Donc l'idée, c'est justement de trouver les moyens d'intéresser le secteur privé sur les grands projets de développement qui permettent à la fois au secteur privé de tirer parti en termes de rendement, mais aussi au développement du pays de continuer, on va dire, sur une bonne tendance. Pour continuer à financer leurs économies sans risque, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement recommande aux pays africains de se tourner préférentiellement vers les ressources internes comme les transferts financiers qui ont atteint 63,8 milliards de dollars en 2014 sur le continent, un montant supérieur à celui de l'aide publique au développement et des investissements directs étrangers reçus par le continent. En Guinée équatoriale, le ministère de l'Éducation vient d'adopter un certain nombre de mesures dont l'objectif affiché est d'améliorer le système éducatif. La réduction du nombre d'établissements privés pouvant présenter des candidats au baccalauréat est l'une de ces mesures. Les explications dans ce reportage, notre correspondant en Guinée équatoriale, Policarpo Edoumaza. Le gouvernement équato-guinéen réduit le nombre d'établissements privés habilités à présenter les candidats au baccalauréat sur l'ensemble du territoire. La Guinée équatoriale compte 50 écoles secondaires avec des classes de terminale. 39 sont privées et 11 sont publiques. Sur les 39 écoles privées, une dizaine se sont vues retirer leur aptitude à présenter des candidats au baccalauréat. Le ministère de l'Éducation et de la Science justifie la décision par des irrégularités enregistrées dans ces établissements d'enseignement. El Ministerio por mejorar la educación se ha dado cuenta de que el funcionamiento. Suite à une enquête que nous avons réalisée, nous avons détecté quelques irrégularités dans certaines écoles privées qui ont des classes de première et de terminale mais avec des enseignants moins expérimentés et des infrastructures insuffisantes. Et en plus de cela, les résultats du baccalauréat de ces 2 dernières années ont été catastrophiques. En conséquence, le ministère a décidé de fermer certains centres privés.
que el Ministerio tome la iniciativa de eliminar ciertos centros. Le ministère de l'Éducation, dans son ambition de réguler le système éducatif, a créé une commission technique, une initiative saluée par des responsables des écoles privées. C'est une bonne initiative parce que l'éducation est à la base du développement d'un État. Si l'éducation va mal, le pays ne pourra pas progresser. Le ministre a totalement raison de fermer ou de réduire certains centres scolaires qui ne remplissent pas les conditions. En Guinée équatoriale, le secteur de l'éducation a connu des avancées significatives au cours de ces dernières années. Néanmoins, à l'issue des mauvais résultats du baccalauréat enregistré depuis 2014, le système éducatif équato-guinéen est mis en cause par les citoyens. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.